Bonjour à tous. Nous allons bientôt démarrer ce webinaire sur les relations avec les banques. Nous attendons encore quelques instants. Tout le monde se connecte. Vous m'entendez bien? Encore quelques secondes. Ça va être ponctuel. Voilà, donc il est 13h30. Nous allons démarrer ce webinaire. Alors, bonjour à tous et bienvenue. Ce webinaire avait commencé il y a 2 semaines et puis suite à des problèmes techniques, malheureusement, nous avons été obligés de l'interrompre. Donc, avant tout, je vous présente toutes nos excuses pour cet incident en espérant qu'aujourd'hui, la chance sera avec nous et que nous pourrons arriver à la fin de cette rencontre. Alors, je suis Caroline Van Lerberg, responsable du pôle économie-gestion de la FNOGEC. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec l'un de mes collègues. Donc, Eric, je te laisse te présenter. Bonjour, Eric Moutarde, je suis chargé de mission au pôle économie-gestion. Alors, donc ce webinaire, vous avez l'habitude du format maintenant. Nous allons commencer par une présentation d'une demi-heure et puis nous aurons ensuite 15 minutes pour pouvoir échanger avec vous et répondre à un certain nombre de questions que vous pourriez nous poser. Alors, le thème de ce webinaire, donc être proactif dans sa relation avec les banques. Pourquoi a-t-on choisi, je dirais, ce thème aujourd'hui? Eh bien, pour 2 raisons. Je dirais une raison de fond qui est que l'on observe assez fréquemment une relation un peu compliquée, je dirais, à établir entre les OGEC et les banques. Souvent, une relation qui se construit essentiellement à l'occasion de la recherche d'un financement, en focalisant toute son attention sur l'obtention d'un taux le plus bas possible, sans chercher à appréhender la relation avec la banque dans sa globalité. Du coup, il nous semble qu'il est important d'essayer de trouver un équilibre dans cette relation d'affaires un peu particulière, qui est une relation en fait à construire de manière régulière et pas seulement ponctuellement. La deuxième chose, c'est une raison plus peut-être conjoncturelle. En 2018, au pôle économie-gestion de la FNOGEC, nous avons eu à plusieurs reprises des difficultés qui nous sont remontées du terrain sur 2 sujets. Le premier, celui des placements. En fait, un certain nombre d'entre vous au GEC avaient une trésorerie excédentaire, notamment que vous accumulez lorsque vous souhaitez vous constituer, je dirais, des réserves en vue d'un investissement. Et la question n'est pas toujours simple de savoir comment investir ces excédents de trésorerie avant de les utiliser. Et le deuxième sujet qui a été compliqué, qu'on a eu plusieurs fois à regarder cette année, c'était celui du crédit bail immobilier. Ces 2 sujets qui sont très importants ont donné lieu donc à la rédaction de 2 notes techniques qui ont été mises en ligne au mois de décembre, qui ont été à la fois étudiées en commission comptabilité-gestion et ensuite avalisées par le conseil d'administration de la FNOGEC et que vous pouvez donc retrouver en téléchargement sur notre site internet. Ces 2 notes, nous sommes attachés à ce qu'elles contiennent des points d'attention de manière à ce que les OGEC, vous puissiez, je dirais, mieux maîtriser un certain nombre de risques financiers qui se posent à vous. Quels sont les thèmes que nous allons aborder lors de ce webinaire? Alors, d'une part, nous allons commencer par voir quand est-ce qu'il est conseillé, je dirais, de rencontrer sa banque et pour quel type d'opération. Deuxièmement, nous verrons, nous ferons un rapide tour d'horizon des caractéristiques du marché de l'enseignement catholique pour les banques. Qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il a de spécifique par rapport à d'autres segments de clientèle? En troisième lieu, nous vous présenterons les raisons pour lesquelles la FNOGEC a construit depuis déjà de nombreuses années des partenariats avec certaines banques, grandes banques françaises, et nous vous montrerons en quoi ces partenariats ont un intérêt pour vous, OGEC.
Et puis, la quatrième partie sera consacrée à quelques points de vigilance sur des sujets qui sont importants pour vous et risqués. Première partie donc, les relations particulières entre l'OGEC et la banque. Quand, quel est le bon moment pour voir sa banque et pour quel type d'opération? Alors, pour nous, en fait, l'OGEC a besoin d'une banque, d'un partenaire bancaire pour assurer 4 missions support de ses activités. D'une part, le traitement des flux financiers, ce sont donc vos flux quotidiens d'encaissement et de décaissement, quelles que soient les modalités, que ce soit des virements, des prélèvements, des chèques. Vous avez également besoin de la banque pour vos opérations de financement, que ce soit des financements à court terme ou des financements à moyen ou long terme. Vous pouvez être amené à placer des excédents de trésorerie. Et puis, vous pouvez également avoir besoin d'un certain nombre de services annexes, par exemple la mise en place d'opérations de prélèvement automatique, la recherche de moyens permettant de sécuriser vos moyens de paiement. Et puis, une question, alors que l'on cite là, mais pour mieux l'évacuer, qui est celle de l'épargne salariale. Quelques banques peuvent vous en parler. Il faut savoir que c'est un sujet qui va faire partie des négociations donc, de la branche en 2020. Donc, sur cette question de l'épargne salariale, on vous conseille pour le moment de reporter à une date ultérieure ce type de problématique. Donc, qu'est-ce que l'on voit? C'est qu'en fait, la banque, pour vous, est un partenaire à la fois sur vos opérations courantes, vos opérations de gestion quotidienne, mais c'est également un partenaire pour vos projets, donc des projets d'investissement et, le cas échéant, pour placer cette trésorerie excédentaire qui peut, être accumulée avant de se lancer dans une opération, notamment à caractère immobilier. Alors, Eric, finalement, est-ce que tu peux nous dire pourquoi la relation bancaire doit être appréhendée dans sa globalité? Pourquoi c'est une mauvaise idée de ne rencontrer sa banque qu'au moment de chercher un emprunt? Et peux-tu nous expliquer comment se rémunère la banque lorsqu'elle est en relation avec un OGEC? Bien, il n'y a pas une très grande différence entre la façon dont on raisonne à titre professionnel et la façon dont on raisonne à titre privé en matière de relations bancaires. Changer de banque, c'est compliqué, c'est lourd, ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de papier. Donc c'est quelque chose qu'on fait pas très souvent. Quand est-ce qu'on le fait? À titre personnel, on le fait quand on achète une maison souvent ou un appartement. À titre professionnel, on va le faire souvent quand on a une opération de financement importante à mener, pour laquelle on va consulter quelques banques de la place en sus de sa banque partenaire habituelle. Pour une banque, une opération de financement doit être vue avant tout comme un moyen soit de consolider une relation dans la durée, si vous décidez de poursuivre avec le financement en compagnie de la banque avec laquelle vous aviez l'habitude de travailler, soit une manière d'entrer en relation avec vous sur le temps long. Ce qu'il faut bien avoir en tête en matière de relations bancaires, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire de façon un petit peu spontanée, faire du crédit pour faire du crédit ne passionnera pas un établissement bancaire. Et ça, pour des raisons qui sont essentiellement des raisons réglementaires et prudentielles. L'octroi de crédit est particulièrement réglementé maintenant par les normes européennes déclinées en droit français. Et lorsqu'une banque vous fait un crédit, elle va devoir mobiliser en face de ce crédit, selon la garantie qui va être mise en place, selon la contrepartie que vous représentez, un certain niveau de fonds propres. Or,
les fonds propres de la banque ne sont pas extensibles à l'infini. Nous sommes par ailleurs une catégorie de clients pour lesquels les taux pratiqués sont relativement bas, pour diverses raisons, on reviendra dessus. Donc, quand une banque vient vous voir pour vous prêter de l'argent, ce qu'elle va évaluer, c'est les fonds propres qu'elle va devoir mobiliser, la rentabilité de ces fonds propres au travers de l'opération. Donc, si elle regarde simplement le rendement que va lui dégager l'opération de crédit, ce rendement sera assez faible. Donc, finalement, ça sera pour elle peu intéressant. Donc, ce qu'elle va souhaiter, c'est pouvoir disposer d'une relation qui soit beaucoup plus globale et qui inclut ce que présentait Caroline tout à l'heure, c'est-à-dire une partie ou la totalité de la gestion des flux. Pourquoi? Parce que c'est le socle de la rentabilité pour l'établissement bancaire. C'est une rentabilité, ce sont des frais, une tarification récurrente qui ne mobilisent pas de fonds propres prudentiels, donc qui mécaniquement augmentent la rentabilité de l'opération pour la banque. Et un point qu'il faut bien avoir en tête également, qui fait qu'il sera difficile de négocier des financements sans confier tout ou partie des flux à un établissement bancaire, c'est que une banque qui va... supposons que vous soyez amené à faire un emprunt sur 10 ans ou sur 15 ans, si vous ne confiez à la banque avec laquelle vous faites l'affaire que l'emprunt, vous allez vous perdre de vue pendant 10 ou 15 ans et la banque ne saura plus qui vous êtes au bout de ces 10 ou 15 ans. La contrepartie pour elle d'avoir une partie ou la totalité de la maîtrise des flux lui permettra aussi d'avoir une visibilité de l'évolution en termes de risque de votre situation. Bien, donc tout ça pour dire, si vous rentrez en relation avec une banque lors d'une opération de financement, ne vous focalisez pas uniquement sur le taux facial qui peut vous être proposé, mais pensez également que vous allez probablement devoir consentir un certain nombre de contreparties. Ces contreparties, c'est la tarification des frais bancaires et des garanties. C'est pas parce qu'on est enseignement catholique que on peut s'exonérer de garanties. Les garanties sont de bonne politique et très usuellement pratiquées. Ça n'a rien de personnel quand un banquier vous demande une garantie. Dans la tarification des frais bancaires, donc il y a un certain nombre de frais qui sont assez courants, les frais de tenue de compte. La commission de mouvement, tous les établissements ne la pratiquent pas. C'est un pourcentage qui est appliqué sur les mouvements débiteurs, quel que soit le solde du compte. Alors en général, hors quand même remboursement de l'emprunt. Mais c'est quelque chose qui varie assez fortement. Donc, comme indiqué sur la diapo, ça peut varier de 1 à 10. Donc, jetez-y un œil. Jetez un œil également sur le taux d'intérêt pratiqué en cas de solde débiteur. Sur des commissions qui peuvent vous être facturées en cas de dépassement d'autorisation, etc. Donc, le taux facial, un banquier pourra très facilement vous proposer un taux facial attractif pour une entrée en opération, si vous négociez bien, mais par contre aura tendance à se rattraper sur la tarification des frais bancaires pour compenser, pour reprendre d'un côté ce qu'il aura donné de l'autre. Le cas échéant, pensez également à jeter un œil sur tout ce qui est tarification de placement. Alors, comme vous le disiez, Eric, effectivement, pour que votre banquier ne vous oublie pas et qu'il soit toujours bien au fait de vos besoins et de vos attentes, ce qu'il est important de faire, c'est de créer avec lui une relation de confiance, c'est-à-dire une relation régulière. Alors, à quelle régularité? Alors, nous, on vous recommande, je dirais au niveau FNOGEC, de rencontrer votre banque au moins annuellement. Donc, d'organiser une rencontre à laquelle vous allez assister de manière collégiale avec donc président d'OGEC, trésorier d'OGEC et chef d'établissement. Pourquoi est-ce que l'on vous, je dirais, suggère d'y aller
entre guillemets, en équipe, parce que cela permet, je dirais, d'afficher le fait que la gouvernance, qui est une gouvernance d'équipe, eh bien, fonctionne bien. Cela permet à la banque de également s'assurer qu'il y a une vision partagée entre les bénévoles et le chef d'établissement, que le discours est cohérent. Donc, c'est important. La deuxième chose, c'est que on vous propose, on vous suggère de prendre l'initiative de ce rendez-vous. C'est le moment à la fois de faire le point sur l'exercice qui vient d'être écoulé, donc de notamment pouvoir partager les différents ratios, indices qui sont représentatifs des données financières de votre établissement, et puis eh bien, de présenter à votre banquier vos projets, vos perspectives, quelle évolution des effectifs vous attendez, est-ce que vous prévoyez des investissements, est-ce que vous pensez avoir des difficultés de trésorerie ou autres. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une relation et une démarche proactive et donc centrée sur l'anticipation. Cette relation régulière, cette relation de confiance, c'est celle qui permet, je dirais, à la banque de pouvoir vous proposer finalement le meilleur service parce qu'elle est en sécurité, elle est en confiance avec vous. Bien, petit point qui peut paraître anecdotique, mais qui est une question qu'on peut être amené à se poser. Combien de banques un OJEC doit-il avoir? Alors, c'est peut-être une question qu'on ne se pose pas trop dans notre environnement d'enseignement catholique, mais c'est une question que en PME, on va se poser régulièrement. Et c'est une question qui va assez naturellement peut-être se poser si vous êtes amené à faire un projet d'investissement immobilier, dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, c'est tout aussi pénible de changer de banque et d'avoir à faire les formalités de changement quand on est un professionnel que quand on est un particulier. Donc, question vite fait, combien de banques? Alors, la réponse est relativement simple. Hein. Même si vous avez un projet d'investissement relativement important, si vous êtes un OJEC de trop petite taille, hein, c'est-à-dire globalement, on va prendre l'exemple d'une école isolée, une seule banque suffira dans tous les cas de figure. Pourquoi ? Parce que si vous représentez un organisme de taille un tout petit peu trop petite, hein, la rentabilité pour la banque qui va venir vous voir, si on lui explique qu'il va y avoir deux banques, la rentabilité sera médiocre et du coup elle ne sera pas intéressée. On aura tendance à placer le seuil minimum pour se poser la question d'une banque ou deux banques à au minimum un groupe scolaire 1500 élèves, au minimum. Sachant que dans tous les cas, c'est à adapter selon les compétences de l'OJEC, c'est adapté également selon le projet. Si vous avez un investissement important, ça peut être pertinent. Ça peut également être une demande de la banque. Certaines banques, pour des dossiers d'investissement un petit peu tendus, aiment bien intervenir plutôt à deux, c'est ce qu'on appelle le financement en pool, plutôt que toute seule. Donc dans ce cas-là, elles peuvent être amenées à vous le proposer. Attention, quand on a deux banques, un petit point qui n'est pas si facile à gérer, c'est d'avoir une relation équitable avec les deux. Donc c'est relativement facile sur tout ce qui est crédit, parce qu'on peut en donner un peu à l'un, un peu à l'autre. Sur ce qui est placement, on peut en donner un peu à l'un et un peu à l'autre. Partager les flux, c'est par contre beaucoup plus technique et comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait partie des aspects clés de la rémunération du banquier. Donc attention à ne pas générer de frustration. Nous allons aborder maintenant la deuxième partie de ce webinaire avec, je dirais, un petit tour d'horizon de ce que représente le marché de l'enseignement catholique pour les établissements bancaires. Alors, Eric, qu'est-ce qui, je dirais, fait l'intérêt du secteur de l'enseignement catholique pour les banques? L'enseignement catholique présente un certain nombre de forces et de faiblesses. Donc, on va voir dans la diapositive suivante. Globalement, on a 4 forces principales. Bon, c'est la première, c'est attractivité d'un marché à coût du risque faible. Coût du risque faible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que historiquement,
Il y en a eu, mais il y a très peu dans les livres des banquiers de défaillance d'OGEC, de sinistre enseignement catholique. Et ça, c'est quelque chose qui pèse lourd à la fois dans les passages devant les comités de crédit, mais également au niveau des conditions qui sont faites. On a la chance également d'avoir une activité qui est une activité relativement non cyclique, c'est-à-dire on a un nombre d'élèves qui est plutôt en progression. Le fait que notre unité d'œuvre soit l'élève nous permet aux banquiers d'avoir une visibilité moyen-long terme assez aisée. On a une structure de revenus qui est plutôt pérenne. Tout ça fait qu'on est un axe fort pour les banques de développement dans l'environnement de l'économie sociale et solidaire dont on fait partie. À titre d'information, l'enseignement catholique pèse à peu près 15% de l'économie sociale et solidaire. Alors là, c'est tout ce qui va bien, Eric, ce qui fait, je dirais, les atouts du secteur de l'enseignement catholique. Mais pour autant, la situation n'est pas totalement rose. Il y a quelques points qui peuvent être plutôt difficiles ou inquiétants pour les banques. Quels sont-ils? Alors, le premier, le terme de faiblesse recouvre des choses un tout petit peu différentes, mais quand on interroge les banquiers, et on les voit assez régulièrement, on voit nos partenaires au minimum une fois par an, la première chose qu'ils regrettent, c'est l'accès difficile aux acteurs, souvent à un échelon qui soit diocésain ou régional, donc UDOGEC, UROGEC, pour avoir une visibilité sur la situation économique de l'enseignement catholique local, les endroits où l'on souhaite se développer, les endroits où l'on souhaite plutôt se désengager, avoir une visibilité avoir une visibilité territoriale plutôt que des demandes locales. À ce titre, on peut signaler que certains UDOGEC, UROGEC ont déjà mis en place ce qu'on pourrait qualifier de bonnes pratiques en valorisant territorialement et en signant parfois des partenariats locaux avec 2 ou 3 établissements bancaires, ce qui permet tout à fait de contourner cette difficulté. Bon, deuxième difficulté, donc c'est certains établissements, donc là c'est plutôt territorial, mais certains établissements bancaires sont très solidement implantés. Ça rend difficile l'accès aux nouveaux entrants et on ne privilégie personne, mais comme on vous l'a dit dans d'autres webinars, comme par exemple les achats, ce qu'on souhaite, c'est que la concurrence puisse être ouverte et libre, c'est au bénéfice de tous. Et enfin, le dernier point, ça concerne plus le montage des dossiers. Alors, il y a en matière de dossiers, alors là je parle des dossiers lourds, c'est-à-dire qu'il y a des dossiers qui nécessitent un passage devant le CES, des réalités territoriales qui sont très diverses. Et on a parfois, alors il y a différentes situations. Donc parfois il n'y a pas à proprement parler de CES sur le territoire. Parfois il y en a un, mais les OGEC ne souhaitent pas communiquer les pièces et le résultat des travaux. Tout ça fait que ça nuit un petit peu à l'image de marque de l'enseignement catholique dans son ensemble, dans la mesure où on n'a rien à cacher. Qu'est-ce que c'est que le CEAS? Finalement, c'est ni plus ni moins qu'un premier comité de crédit, mais qui nous est interne, qui a bénéficié auparavant du travail prospectif du CODIEC. Et finalement, si vous regardez la directive des évêques de France de 1995, avec les documents qui sont listés à l'intérieur, les documents donc préparatoires au CES, on vous demande en particulier donc les comptes des 3 derniers exercices écoulés, un prévisionnel, les états indices, l'avis du CODIEC, un point sur le projet immobilier. Un dossier bien monté, bien ficelé par le CES et validé par le CES, vous n'avez rien à faire de plus. La banque ne vous en vendra jamais plus. Donc c'est un effort de transparence qui peut être que payant en termes de conditions et en termes de confiance.
Par rapport à des points, je dirais, de difficulté, en tout cas ressentis par certaines banques, Eric, plusieurs de nos partenaires bancaires disaient que ce qui pouvait être difficile à appréhender, c'était de faire des offres de financement pour les associations propriétaires diocésaines ou associations qui portent encore une fois les bâtiments qui servent ensuite aux OGEC. Quel est le rapport avec les OGEC finalement, ce point de difficulté? Justement, le rapport est qu'il n'y a pas de rapport, et c'est ça la grande difficulté. Je vais passer assez rapidement sur ce point, mais il nous est remonté régulièrement. La tendance aujourd'hui dans l'enseignement catholique est au regroupement de l'immobilier dans des associations diocésaines qui procèdent par appel d'offres de crédit pour des montants parfois significatifs et pas toujours justifié, c'est-à-dire justifié au sens de expliquer à l'établissement bancaire, c'est-à-dire qui va bénéficier de ces montants de crédit et comment est-ce que ça va être remboursé. Une foncière, ça a une structure bilancielle et d'exploitation qui est assez atypique. Donc, une banque, en fait, a besoin de deux choses, c'est de savoir à quoi vont servir les fonds qui vont être levés par la foncière, à qui vont servir les fonds. Donc, il faut être transparent sur les OGEC qui vont bénéficier. Et pour rebondir encore une nouvelle fois sur le début de la présentation, ce qui intéresse une banque, c'est pas de faire du crédit pour faire du crédit, mais c'est aussi d'avoir des mouvements d'affaires. Donc, la banque sera d'autant plus enclin à faire de bonnes conditions si elle a la possibilité au moins de rencontrer le GEC qui bénéficie indirectement des appels d'offres de crédit. Troisième partie de ce webinaire, nous allons faire un rapide tour d'horizon des partenaires bancaires avec lesquels la FNOGEC travaille. Et quel est l'intérêt pour vous, OGEC, d'avoir des banques partenaires de la Fédération nationale? Alors l'intérêt, c'est voilà, qu'en se connaissant, on peut mieux travailler ensemble. On va vous expliquer pourquoi. Alors, au niveau de la FNOGEC, nous rencontrons régulièrement les partenaires bancaires pour plusieurs raisons. D'une part, pour pouvoir les sensibiliser à nos préconisations, c'est vrai notamment sur la question des placements des excédents de trésorerie ou du crédit bail immobilier. Ces sujets qui sont des sujets sensibles et potentiellement risqués pour les OGEC font l'objet de préconisations ou de mise en garde de la part de la fédération. Et les partenariats avec les banques permettent, je dirais, de porter cette parole et de faire en sorte que les banques en tiennent compte et qu'elles vous proposent des produits adaptés à vos besoins et à votre structure. La deuxième chose, je dirais, c'est d'écouter leurs éventuelles difficultés. C'est ce qu'a fait Eric là en remontant un certain nombre, je dirais, d'axes d'amélioration, notamment par exemple dans la présentation des dossiers de financement qui sont transmis aux banques. Troisième moyen, je dirais, de construire un partenariat avec une banque qui soit efficace et utile pour vous, c'est de former les chargés de clientèle, les chargés d'affaires du secteur OGEC dans les banques aux spécificités de l'enseignement catholique et notamment des OGEC. Et notamment ce que l'on fait pour plusieurs de ces banques partenaires, c'est que l'on anime en fait des formations à la gestion de leurs chargés d'affaires sur la base en fait de l'outil Indice, qui est donc que vous connaissez bien, qui est l'outil de diagnostic financier. Alors, j'ai mis sur cette diapo que c'était le pôle économie-gestion qui rencontrait régulièrement les banques. C'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que nous, au niveau du pôle économie-gestion, on a un rôle, je dirais, d'interlocuteur technique vis-à-vis des banques. Mais bien évidemment, les banques partenaires sont en relation régulière également avec la direction, le secrétariat général, la communication. C'est l'ensemble, je dirais, des équipes de la FNOGEC qui travaillent, je dirais, pour que ces partenariats vous soient utiles.
Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les banques partenaires nous permettent vraiment de bénéficier de leur expertise. Grâce à elles, on a pu notamment réaliser par le passé plusieurs publications, les cahiers bancaires sur le cycle de trésorerie de l'OGEC, par exemple. Alors, qui sont nos partenaires bancaires? Alors, les partenaires institutionnels avec lesquels on travaille depuis déjà plusieurs années, donc Société Générale, la Banque Postale, le Crédit Coopératif, le Crédit Agricole. Et puis également des partenaires, je dirais, événementiels. Ce sont les mêmes, hein, les partenaires institutionnels que je viens de vous citer, plus d'autres banques qui, par exemple, à l'occasion des journées nationales, nous accompagnent pour pouvoir, je dirais, répondre à vos questions et à ceux des participants. Donc, par exemple, Caisse d'épargne, Crédit du Nord, Crédit Lyonnais. Je vois que le temps file, donc il faut accélérer. Alors, qu'est-ce que ces partenariats bancaires au niveau national vous apportent? Qu'est-ce que l'on fait, nous, fédération, et qu'est-ce que l'on ne fait pas? Alors, vous l'avez bien compris, donc nous, on présente déjà aux banques notre approche en matière de risque de manière à aider les OGEC à mieux maîtriser les risques financiers qui sont liés à leur activité. Nous les formons sur indices et les ratios de gestion. S'il y a besoin et si on est sollicité par vous OGEC ou par une UDOGEC, on peut intervenir s'il y a une situation conflictuelle qu'il faut débloquer. Et puis, dans certains cas très techniques, par exemple, si vous vous posez la question de recourir à du crédit bail immobilier, on peut vous aider à analyser votre dossier. Ce que l'on ne fait pas, par contre, au niveau FNOGEC, on ne négocie pas de grille de taux pour l'ensemble des OGEC. C'est-à-dire, on ne va pas négocier les taux à 10 ans, à 15 ans ou à 20 ans pour les OGEC. Pourquoi ? Parce que, à notre avis, ça ne serait pas une bonne idée pour vous, parce que vous êtes très divers déjà. Une forte disparité des OGEC et on obtiendrait peut-être des conditions meilleures pour certains, mais peut-être moins bonnes pour d'autres. Pour autant, il y a des grilles de taux qui peuvent être négociées localement. Certaines UDOGEC le font pour, je dirais, des populations d'établissements plus homogènes. Donc, ce qui est possible et ce qui peut se comprendre localement n'est pas forcément pertinent pour 5000 OGEC à l'échelon national. Par ailleurs, c'est vrai, chaque OGEC, vous avez votre propre autonomie. Donc, nous, on est plutôt là pour vous donner des conseils et vous permettre, je dirais, de construire votre relation bancaire au mieux. Par ailleurs, on ne donne pas d'avis spécifique sur un dossier qui serait en cours d'étude par une banque et on ne force pas de décision. C'est-à-dire que chaque banque, je dirais, apprécie les risques de manière, je dirais, professionnelle et indépendante. Dernière partie avant de passer aux questions. Plusieurs points d'alerte, des points de vigilance que l'on souhaite vous signaler. Eric, un premier thème sur lequel il y a vigilance, c'est celui des garanties. Alors, ce qu'on a regroupé sous ce chapitre points d'alerte et de vigilance sont davantage, en fait, c'est un petit peu un inventaire à la Prévert des remontées qu'on a. Donc, il n'y a pas. Donc, on a souvent des interpellations sur les garanties. Donc, thématique, ma banque me demande des garanties, c'est un scandale. Alors, plusieurs choses. D'ailleurs, ce qu'il faut bien avoir en tête, donc je reviens un petit peu sur, je vais faire ça rapidement, sur ce que j'évoquais au départ, c'est les contraintes prudentielles des banques. C'est-à-dire que qui dit crédit dit pour le banquier, je dois mettre des fonds propres en face, donc je calcule ma rentabilité sur cette base-là. Un crédit avec garantie permet de mobiliser moins de fonds propres, donc d'améliorer
la rentabilité de l'opération. Si le banquier améliore la rentabilité de l'opération, sécurise son risque en prenant une garantie, tout à fait logiquement, il doit vous proposer un taux bonifié. Donc, ça doit être gagnant-gagnant. Après, ce qu'il faut distinguer, c'est les garanties gratuites des garanties qui coûtent. Une hypothèque, ça coûte 1,4, 1,5% du montant TTC de l'opération. Donc ça, c'est relativement cher. Après, il y a des garanties qui sont des garanties gratuites, le cautionnement des collectivités locales, par exemple, si c'est possible. On a montré... Bien. Voilà, point extrêmement important, donc un administrateur jamais ne doit se porter caution sur ses biens propres. Alors, deuxième point de vigilance, les renégociations de taux. Ça, c'est un sujet également qui remonte régulièrement à la FNOGEC. C'est je voudrais en fait rembourser mon crédit de manière anticipée et en fait, je découvre que je dois une indemnité de remboursement anticipé colossale. Qu'est-ce qu'il en est, Eric? Comment ça fonctionne? Alors, les renégociations de taux, ça a été un sujet brûlant jusqu'à il y a 18 mois, 1 an. Ça l'est un tout petit peu moins aujourd'hui, de l'avis également de nos partenaires qui sont partenaires bancaires, donc qui sont beaucoup moins sollicités maintenant. Bon, ça reste... Alors, la mécanique globalement, c'est que vous avez contracté à 6%, vous voyez que les taux sont maintenant entre 1 et 1,5 et vous avez envie de bénéficier de l'évolution. Alors, première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que vous n'êtes pas le seul à avoir cette envie et que la banque a suffisamment verrouillé ses conditions contractuelles pour pouvoir faire ce qu'elle veut. Donc, elle n'a aucune obligation, généralement, de renégocier. Du point de vue de l'OGEC, vous, évidemment, vous ne comprenez pas pourquoi la banque ne veut pas renégocier, donc ça crée des tensions. Donc les solutions, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Il faut revoir l'ensemble de la relation sous l'angle qu'on vous a indiqué préalablement, c'est-à-dire à la fois l'aspect taux et l'aspect tarification de la banque au quotidien, faire jouer la concurrence, ne pas hésiter, le cas échéant, si vous êtes vraiment sur des conditions qui sont totalement hors marché, à nous solliciter pour qu'on fasse remonter à nos interlocuteurs nationaux des difficultés bien étayées. Voilà. Troisième point de vigilance, les placements. Donc là, effectivement, on l'avait dit un peu rapidement au début du webinaire, la position affirmée par la FNOGEC et réaffirmée, c'est que nous vous conseillons vivement de ne pas prendre de risques en capital lorsque vous avez à placer des excédents de trésorerie. Et par ailleurs, vos excédents de trésorerie, ils doivent être, je dirais, fléchés, constitués en vue d'un projet. Voilà, donc la trésorerie, l'excédent de trésorerie, c'est je dirais, un moyen, une situation qui permet d'autofinancer partiellement ou totalement un projet. Par contre, effectivement, ou c'est pas par contre, en complément, ce qu'il faut bien voir, c'est que les banques, mais les conseillers d'investissement financier vont avoir tendance à vous proposer des produits apparemment plus rémunérateurs, mais aussi plus risqués. Alors Eric, finalement, à quoi faut-il faire vraiment attention? Globalement, c'est vrai que tous les produits qui sont en absence de risque en capital aujourd'hui ont un niveau de rémunération qui, si on prend en compte l'inflation, va quasiment être négatif. Néanmoins, il faut vraiment tenir bon là-dessus. Et c'est pas de la mauvaise gestion que de sécuriser de l'argent qui réellement ne nous appartient pas vraiment et est au service d'un projet. Alors après, vous allez toujours trouver des gens qui vont venir vous démarcher pour vous proposer d'investir dans différents types de supports qui, au nom des performances passées, vont vous apparaître plus prometteurs dans le futur. Globalement, je fais référence à 3 types de placements, donc support action, support obligation. Attention, donc bon, les actions, vous êtes en risque élevé en capital, ça tout le monde le sait à peu près. Les obligations, il y a une idée assez courante qui tourne,
qui est qu'on ne prend pas de risque en capital en investissement, en investissant en obligations. C'est totalement faux, ça dépend de l'évolution des taux. Par ailleurs, le marché obligataire n'est pas un marché qui est extrêmement liquide, donc on peut avoir du mal à récupérer ses billes. Point d'attention également sur l'investissement socialement responsable. L'investissement socialement responsable, c'est une noble cause. Et en tant qu'établissement d'enseignement catholique, c'est vrai qu'on est souvent démarché pour investir dans des supports qui portent ce label éthique. Attention néanmoins, toujours regarder les sous-jacents, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est éthique que c'est sécurisé. Donc toujours regarder dans quoi on investit réellement. On investit en général dans des actions ou des obligations, même si elles sont éthiques. Et dernier point d'attention que l'on va faire très très court parce qu'il nous faut quand même quelques minutes pour répondre à vos éventuelles questions. C'est la question du crédit bail. Alors, quelque chose de très courant, le crédit bail mobilier, par exemple pour financer du matériel bureautique, du matériel informatique. Bon, je dirais là, il n'y a pas de difficulté particulière. Là où il faut être, je dirais, vraiment vigilant, c'est si l'on vous propose ou si vous envisagez de financer donc une opération d'investissement en crédit bail immobilier. Pourquoi finalement est-ce que ce schéma de financement n'est pas conseillé, Eric, aux OGEC d'une manière générale? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, le crédit bail immobilier est avant tout un produit d'optimisation financière et fiscale, et dans la mesure fiscale en particulier, donc dans la mesure où on est des associations non soumises à l'IS, le produit en lui-même perd beaucoup de son intérêt, pour pas dire la totalité. Il crée des montages immobiliers qui sont relativement complexes, dans lesquels on perd la propriété du bien, puisque c'est le crédit bailleur, donc la banque, qui est propriétaire de l'immobilier pendant toute la durée du contrat. Donc on est plutôt en contravention avec les règles d'église du droit canon. On peut l'envisager très très ponctuellement parce que contrairement à un crédit classique, on a un petit peu de souplesse dans la construction des barèmes. On peut les lisser de façon un petit peu particulière, ce qui fait que des dossiers un petit peu tendus peuvent passer avec ce produit, mais ça reste vraiment à la marge et on vous conseille de nous solliciter au préalable quand vous êtes amené à recevoir une proposition de ce type. Nous avons donc fini cette présentation. Bien évidemment, nous avons conscience qu'en une demi-heure ou même 40 minutes, c'est difficile de faire le tour de l'ensemble de ces questions. Surtout, donc, on vous renvoie vers les publications de la FNOGEC, notamment le dossier spécial qui est paru dans l'Arc-Boutant de janvier était consacré à ces questions, je dirais, des relations avec les banques, des placements, des financements. Donc, si vous n'avez pas eu encore l'occasion de le lire, n'hésitez pas à vous reporter au dossier spécial de l'Arc-Boutant de janvier. Prenez connaissance également des fiches pratiques que l'on a mises en ligne au mois de décembre. Donc, la note d'orientation sur les placements financiers envisageables pour les OGEC, qui est reliée à une publication de référence qui est le guide de l'AMF. C'est un guide qui a été édité en 2016 par l'AMF et qui concerne les bonnes pratiques en matière de placement pour le secteur non lucratif, donc associations et fondations. Là aussi, le guide de l'AMF est en téléchargement sur le site de la FNOGEC. Si vous êtes concerné, regardez la note technique sur le crédit bail immobilier dans l'enseignement catholique. Vous n'oubliez pas donc les publications sur les emprunts, sur le cahier bancaire sur le cycle de trésorerie. Voilà, je dirais qu'il y a toujours beaucoup de choses à lire, à découvrir, à étudier. Donc, ayez toujours un œil sur le site de la FNOGEC et l'ensemble des publications que l'on réalise pour vous aider. Alors, est-ce que l'on a des questions? Alors, on a une première question qui était qu'est-ce que le CODIEC et qu'est-ce que le CAEC?
CEAS. Donc, le CEAS, pardon, excusez-moi. CODIEC et CEAS. Alors, CODIEC. Alors, très brièvement, donc le CODIEC, c'est le Comité diocésain de l'enseignement catholique. Donc, c'est globalement l'organisme qui, au niveau diocésain ou interdiocésain, va traiter des questions de prospective en matière d'enseignement, c'est-à-dire quelle zone je schématise, quelle zone est porteuse, quelle zone est moins, est-ce qu'il y a des établissements qu'il faut ouvrir à certains endroits, d'autres sur lesquels qu'il faut éventuellement fermer, sur lesquels il faut investir, etc. Donc ça, c'est la phase d'analyse préalable. Et le CEAS, donc là, c'est plus le comité de crédit de l'enseignement catholique, donc dans lequel on va retrouver, par exemple, l'économe diocésain, le directeur diocésain. Donc les modalités de présentation des dossiers en CEAS sont indiquées de façon extrêmement précise. Donc il y a des critères, en particulier l'aliénation d'immeubles, mais d'autres dans la directive des évêques de France de 1995. Donc, bon, globalement, c'est le comité de crédit interne de l'enseignement catholique. Le dossier doit impérativement être vu, visé et validé par le CEAS avant le dépôt du permis de construire et donc bien évidemment avant que les travaux commencent. Voilà, bon, apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Bien évidemment, si ultérieurement il vous vient des questions, n'hésitez pas à nous les adresser. Nos coordonnées sont disponibles sur le site internet de l'AFNOGEC. On vous remercie beaucoup pour votre attention. On espère que ce webinaire vous sera utile pour réenvisager votre relation avec vos partenaires bancaires. Et puis, je dirais, pour ceux qui n'auraient pas eu la possibilité de voir ce webinaire, eh bien, il sera disponible en replay dès demain sur le site de l'AFNOGEC et sur la chaîne YouTube. Donc, merci à tous et bon après-midi. Merci à vous.